Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo vraiment compliquée à faire, où on va parler de la saison 2 des New Who de Doctor Who. Et oui, dans la lignée de ma vidéo sur la saison 1 que j'ai fait il y a un moment déjà, je voulais continuer du coup avec la saison 2 et le reste. Et donc au début, je voulais faire le même format, chaque épisode individuellement, puis une conclusion. Je me suis rendu compte que maintenant que j'ai plus l'habitude d'écrire des notes pendant les épisodes, j'écris beaucoup trop et c'est plus possible. Du coup, pour cette saison, on va faire un peu autrement. Mais on va quand même parler de toute la saison. Du coup, comme je vous ai dit, j'avais énormément de notes. Donc j'ai essayé de tout ranger bien comme il faut pour que ce soit assez clair. Mais peut-être qu'il y a 2-3 trucs qui vont pas aller. Dans tous les cas, pour vous aider, il y a les timecodes dans la description et sur la barre de visionnage. Voilà, j'espère que ça ira. Enfin bref, du coup, la saison 2. Bon, déjà, pour faire la saison 2, ils ont dû faire face à des problèmes similaires à la 1. Notamment sur le fait d'introduire un nouveau docteur. Parce que oui, pour mon plus grand malheur, Christopher Eccleston a quitté la série après la saison 1. Parce que durant la saison 1, il y a eu plein de problèmes et tout, on va pas rentrer dans les détails ici, mais c'est un bordel. Mais du coup, pour la saison 2, c'est un nouvel acteur qui prend sa place pour le 10ème docteur, c'est David Tennant. Oui, maintenant il est super connu. Oui, quand les gens pensent au docteur, c'est souvent à David Tennant qui pense. En tout cas pour les gens qui connaissent Doctor Who de loin. Et oui, il est incroyable en docteur, mais à cette époque-là, tout ça on savait pas. À cette époque, David Tennant n'avait pas une très grande carrière. Il avait quand même déjà joué dans Harry Potter 4, ce qui est assez big pour son CV, mais il n'avait pas un très grand rôle dedans. J'imagine que comme pour beaucoup d'acteurs britanniques, il était aussi connu pour ses performances au théâtre, mais ça reste pas une notoriété énorme. Enfin bref, ça c'était une petite parenthèse surtenante. Le fait est que du coup cette saison c'est la première saison New Who où il y a une régénération. Enfin même si la régénération a eu lieu dans la saison d'avant, c'est la suite de la régénération. Donc ça c'est intéressant. C'est la saison que j'aime le moins du 10ème Docteur, mais je trouve quand même évidemment qu'il y a de très bons épisodes dedans, juste il y en a beaucoup plus dans les autres. Bien évidemment on replonge dans les années 2000, donc parfois c'est assez compliqué de regarder, au niveau de l'image et de l'esthétique, mais le Doctor Who des années 2000 c'est aussi un générique emblématique, la musique de Murray Gold, et aussi Billie Piper dans le rôle de Ross Tyler. Et c'est d'ailleurs sa dernière saison, c'est la saison où elle quitte la série. Donc comme je l'ai expliqué, on va pas faire épisode par épisode, mais par contre je ferai des vidéos individuelles sur les meilleurs épisodes de cette saison un jour, c'est sûr. Ah oui, et aussi a priori, je vais spoil. Mais en même temps, si vous êtes là et que vous n'avez pas vu la saison 2, alors c'est possible, mais je vous conseille fortement de la regarder. Même si elle a du coup un peu vieilli, année 2000 oblige, elle vaut vraiment le coup. Allez, c'est parti, on part sur un résumé. Bon, du coup, à la fin de la saison 1, on a détruit tous les Daleks et le docteur doit se régénérer. Il se transforme donc en David Tennant. Et puis après, c'est l'épisode spécial Noël, donc c'est Noël. Sauf que, le docteur qui vient de se régénérer est vraiment les batteries à plat. Et puis à ce moment-là, évidemment, il y a des extraterrestres. Bref, ils arrivent à les battre, évidemment, parce que c'est Doctor Who, quoi. Et donc après, le nouveau docteur, le 10ème, repart avec Rose pour vivre plein d'aventures, notamment au New York, en Écosse durant l'époque victorienne, et une planète autour d'un trou noir. Un lundi tout à fait normal, finalement. Ils rencontreront évidemment des anciens ennemis, des anciens alliés, mais aussi des nouveaux, et on va d'ailleurs commencer par ça en parlant de tout plein de personnages, et on va commencer par les gentils. Dans cette saison, il y a pas mal d'alliés au docteur. On a notamment le retour de Lady Cassandra et Face de Beau, dans le même épisode en plus. On les avait déjà vus dans la saison 1, dans aussi le même épisode, sauf que cette fois-ci, Lady Cassandra sera pas vraiment la méchante de l'épisode, elle sera plutôt alliée. Il y a même à la fin de l'épisode un moment plutôt émotion avec elle, là où elle retourne dans son passé et tout, c'est assez touchant. Face de Beau, lui, est beaucoup plus en retrait, il est pas beaucoup là, mais c'est quand même la première fois où on entend parler de la légende sur Face de Beau. Le fait qu'apparemment il ait un grand secret qu'il ne révélera que lors de son dernier souffle. Mais heureusement, son dernier souffle, c'est pas pour cet épisode. De la saison 1, on a aussi le retour d'Harriet Jones, qui est maintenant première ministre, en tout cas pour un épisode, qui est du coup l'épisode spécial Noël, et j'aime beaucoup qu'à la fin de cet épisode, elle fasse un choix très difficile, qui est de détruire le vaisseau extraterrestre qui partait de la Terre. Choix que le docteur ne comprendra pas du tout, mais du point de vue de Harriet Jones, c'était la chose à faire parce que, le docteur n'est pas toujours là pour protéger la Terre. Donc il faut montrer que la Terre peut se défendre. On sait, RTD aime beaucoup parler politique. Et ce moment-là le montre bien. Mais dans cette saison, on a aussi des retours des classiques. Notamment Unit, qui est pas vraiment un personnage, mais qui est emblématique de Doctor Who. Et qui sera plus ou moins remplacé dans toute la saison 2. Mais durant l'épisode spécial Noël, ils sont bien là. Mais surtout le meilleur retour, Sarah Jane Smith. Je vais sûrement faire une vidéo rien que sur cet épisode, donc je vais pas trop m'étaler. Mais globalement, je l'adore. Alors que School Reunion, qui est l'épisode en question, est pas si ouf en fait. Mais juste le fait de revoir Sarah Jane, K9, et de les voir interagir avec le docteur, c'est génial. Et d'ailleurs, cet épisode a donné lieu à un spin-off
Sarah Jane Adventure qui n'a malheureusement jamais été diffusée en France. Et c'est personnellement le seul spin-off que j'ai vu de Doctor Who pour l'instant. Et en plus je l'ai vu juste avant de préparer cette vidéo et donc de regarder la saison 2. Et du coup si vous avez aimé le personnage de Sarah Jane Smith, foncez voir Sarah Jane Adventure. Même si c'est plutôt galère à trouver et impossible à trouver en français. Mais vraiment c'est génial. Bon après il y a plein d'autres personnages alliés au Docteur dans cette saison mais je peux pas tout dire. Quelques mentions spéciales quand même pour la Reine Victoria, Canine, le retour du Père de Rose même si c'est pas le vrai Père de Rose, c'est celui d'un univers parallèle. Et moi j'oublierai jamais le vrai Père de Rose qui se sacrifie pour elle dans Father's Day. Dans le double épisode The Impossible Planet et The Satan Pit, on a notamment tous les membres d'équipage qui sont trop cool, mais Ida encore plus. Et vraiment le moment où les gens décident de quitter la base en fusée, donc de partir et de jamais revenir parce que c'est trop la merde, et où Ida est bloquée vraiment à des kilomètres sous le sol, et qu'avant elle était pas seule, elle était avec le docteur, mais lui il est descendu encore plus bas et elle a plus de nouvelles. Ben à ce moment quand elle dit à la fusée de décoller, et bah juste c'est ciao quoi, je vais rester ici jusqu'à que j'ai plus d'oxygène. Je trouve ce moment incroyable et le courage du personnage d'Ida. Je pense que parmi les pires trucs qui peut arriver dans l'espace, être laissé sur une planète qui fonce dans un trou noir et voir la fusée avec laquelle on aurait pu s'enfuir, partir au loin, c'est pas mal quoi. Et pour finir, Yvonne, voilà, la chef de Torchwood. Alors c'est pas vraiment une alliée, mais c'est pas vraiment une ennemie non plus. Je pense que bien qu'elle fasse les choses mal, elle-même ne cherche pas à mal et du coup, je la mets quand même dans les alliés. J'adore le concept de Torchwood de cette époque-là, parce que dans les prochaines saisons, le concept va un peu changer, mais ce concept-là, je le trouve trop cool. Le fait que ce soit vraiment des militaires au service de la reine doit absolument arrêter tout ce qui est alien sur Terre. C'est vraiment un concept pour une série comme Doctor Who. Et quand même le fait que même quand Yvonne se fait transformer en Cyberman, elle combat toujours pour la reine d'Angleterre. Je trouve ça quand même assez cool. Bon, dans cette saison, il y a aussi pas mal d'ennemis et beaucoup sont géniaux. Et on commence directement avec les robots de l'épisode avec Madame de Pompadour. Je sais pas comment ils s'appellent ces robots, je sais pas s'ils ont un nom. Si je crois qu'ils s'appellent genre les Clockwork Robots. Les robots horloges, je dirais en français un truc comme ça. En fait, surtout la scène où on les découvre pour la première fois. C'est une scène qui, enfant, m'avait fait faire des cauchemars carrément. Et là, encore aujourd'hui, quand je la vois, je suis pas bien. Et puis, c'est les ennemis d'un épisode de Moffat, donc sont évidemment incroyables. Ensuite, on a les Hoods, qui sont pas vraiment méchants, mais je les ai mis là parce que l'épisode dans lequel ils sont dans la saison 2, dans cet épisode-là, ils sont possédés par le vrai méchant de l'épisode, donc ils sont pas alliés au docteur. Et ils sont présentés dans cet épisode comme un peuple d'esclaves, mais parce qu'ils le veulent bien. Ce qui est un tantinet problématique. En fait, en réalité, c'est quelque chose qui a un peu trop souvent en fiction, mais dans Doctor Who, ça se rattrape. Alors, pas dans l'épisode de la saison 2, mais plus tard, on va revoir les Hoods, et sans trop spoil, on va apprendre qu'en fait, c'est pas si simple que ça, et disons que servir l'humanité, c'est pas vraiment pourquoi ils sont nés. Donc, le cliché pas ouf des serviteurs parce qu'ils le veulent bien, n'est pour les Hoods que pratiquement dans cet épisode, et après, c'est mieux. Mais c'est important de mentionner que ça existe quand même. Bon, maintenant parlons du vrai méchant du coup de cet épisode, qui est nul autre que le diable. En fait, ce que j'aime beaucoup avec ce méchant, c'est qu'on sait pas vraiment qui c'est, on sait pas vraiment qu'est-ce qu'il fait là, on sait pas vraiment depuis quand il est là. Le docteur comprend qu'apparemment, ça serait vraiment l'idée du diable. La chose, l'idée qui s'est répandue dans toutes les civilisations de l'univers, comme une sorte de mal, de mauvaise chose qui existe. Mais la vérité, c'est qu'on sait pas vraiment en fait. Et j'aime beaucoup que les écritures de cette créature sont tellement vieilles que le TARDIS peut même pas les traduire. Et la prison dans laquelle la créature est, c'est génial. En gros, pour la faire simple, la planète orbite autour d'un trou noir, ce qui est impossible normalement. Mais en gros, c'est ça le piège de la prison en fait. Si la créature s'échappe, la gravité va redevenir normale et donc la planète sera propulsée dans le trou noir. Et donc la créature mourra. C'est génial comme concept. Ok, maintenant parlons des Cybermen. Je vous avais expliqué dans la vidéo sur la saison 1 que la saison 1 était parfaite parce que il y avait tout dedans. Et notamment le retour des Daleks, les méchants les plus emblématiques de Doctor Who. Et à la fin, je vous disais que pour le retour des méchants emblématiques de Doctor Who des classiques, c'était tout l'ère RTD qui était parfaite. Parce que saison 1, on avait les Daleks, et saison 2, on avait les Cybermen. Après saison 3 et 4, on a autre chose, mais je vais pas le dire ici parce que on en parlera dans les prochaines vidéos. Du coup, voilà le retour des Cybermen, et j'aime beaucoup le fait que les Cybermen aient énormément changé par rapport aux classiques. Alors que les Daleks, c'est globalement les mêmes, quoi. Parce que ça va vraiment avec leur idée d'amélioration. C'est-à-dire que depuis les années 60, les Daleks ont presque pas changé parce que pour eux ils sont parfaits, et tout ce qui n'est pas comme eux, il faut l'exterminer. Alors que les Cybermen, pratiquement à chaque apparition, ils ont une nouvelle forme. Et j'aime vraiment ça. Par contre, à noter que Rose ne reconnaît pas les Cybermen. Enfin, si elle les reconnaît parce que dans l'épisode Dalek de la saison 1, dans le musée, il y avait une tête de Cyberman, mais elle les reconnaît beaucoup trop tard. Et du coup, je comprends pas pourquoi le docteur, quand il prend un compagnon avec lui, il leur fait pas vite fait un cours des trucs les plus importants. Genre la régénération,
les Cybermen, les Daleks, les Seigneurs du Temps, voilà, les trucs vraiment importants. Alors je veux bien, à cette époque, les Seigneurs du Temps, bon, un peu chaud d'en parler peut-être. Et pour les Daleks et les Cybermen, on peut se dire que le Docteur espère ne jamais les recroiser. Surtout les Daleks, qu'à cette époque, ils pensent éteints. Mais maintenant, on peut se dire que le Docteur s'est un peu rendu compte que jamais il arrivera à s'en débarrasser et que vaut mieux prévenir ses compagnons, quoi. À noter quand même que ce retour des Cybermen apporte deux choses par rapport aux anciens. Déjà, une musique incroyable. Le thème des Cybermen est un de mes thèmes préférés de Doctor Who. Quand on l'entend, on sait direct que c'est la sauce. Et ensuite, quelque chose qu'on a un peu perdu maintenant, mais qui était là à l'époque, les scènes de transformation en Cybermen hyper violentes. Enfin, hyper violentes, pas vraiment visuellement, mais dans l'imagination. Parce que tout ce qu'on voit, c'est les machines avec des scies et tout ça, c'est horrible. Mais surtout des cris, énormément de cris. Et je pense que de toutes les scènes de transformation en Cybermen, celle de l'ère RTD, c'est vraiment les pires. Enfin, les plus terrifiantes. Par contre, je trouve ça un peu dommage d'avoir fait revenir les Cybermen dans un univers parallèle, alors qu'il en existe toujours dans notre univers. Par contre, je trouve ça vraiment dommage de pas avoir parlé de Mondas. Alors je crois que Mondas est détruit, mais je suis pas sûr de cette info. Mondas, pour ceux qui savent pas, c'est la planète des Cybermen, de base, parce que maintenant ils sont un peu partout dans l'univers. Mais juste la mentionner, ça aurait permis de le savoir, parce que là, si tu regardes pas les classiques, t'as peu de chances de le savoir en fait. Parlant des classiques, je suis bien content que maintenant on comprend ce qu'ils disent les Cybermen. Parce que les Cybermen du premier et du deuxième Docteur, en tout cas, on ne comprend rien. Mais ça c'était juste pour leur épisode d'introduction, parce qu'après ils reviennent dans le final de la saison. Avec tout le mystère autour des fantômes qui est incroyable. Genre il y a des fantômes qui apparaissent partout dans le monde, on sait pas ce que c'est, mais les gens se sont habitués, ils pensent vraiment que ce sont des fantômes, sauf qu'en fait c'était des Cybermen qui étaient en train d'arriver. Mais de toute façon c'est sûr que je ferai une vidéo sur ce final parce que j'ai tellement de trucs à dire là, mais j'ai pas le temps, la vidéo est déjà trop longue. Donc abonnez-vous, ça arrive un jour, je sais pas quand, mais bientôt. Et enfin pour parler des ennemis, on va évidemment parler des Daleks, parce que oui, ils reviennent. Toujours dans ce final, j'ai 1 milliard de trucs à dire dessus, mais je vais pas trop m'attarder dessus là maintenant. Mais c'est génial. Je vous rappelle que il y a eu la guerre du temps en fait, qui était censée avoir détruit tous les Daleks. Bon au final il y en avait un qui avait survécu, mais ils ont réussi à le battre. Ah oui, et aussi l'empereur des Daleks avait survécu et il avait fait plein d'autres Daleks, mais Rose a réussi à les battre. Du coup normalement c'était bon. Sauf que non, parce que en fait il y avait des Daleks qui avaient fui dans le Void, l'espace entre les dimensions. Et du coup, là, ils sont revenus pour le final, quoi. Donc il y a 4 nouveaux Daleks. Mais des Daleks très intéressants parce qu'il s'agit du culte de Skaro. C'est censé être les Daleks qui cherchent des nouvelles voies pour l'évolution des Daleks. Globalement, c'est les seuls Daleks qui acceptent d'être un peu différents des autres. Ils ont notamment des noms, par exemple. Et là, je trouve tout génial. Le mystère sur l'orbe, parce que leur vaisseau pour voyager dans le Void, c'est une orbe, personne ne la comprend au début. Enfin si, le Docteur comprend direct ce que c'est, mais il dit que c'est impossible. Mais ensuite c'est pas fini parce que les Daleks ont un arche, qui est apparemment une technologie Seigneur du Temps, et donc là, personne ne comprend rien, on sait pas ce que c'est. Mais ils arrivent finalement à l'ouvrir, et en fait c'était une prison plus grande à l'intérieur, Seigneur du Temps, et du coup il y a des milliards de Daleks qui en sortent. J'aime beaucoup le traitement des Daleks sous RTD, le fait que, il y en a pas beaucoup, ils sont très rares, et donc quand il y en a, ne serait-ce qu'un seul, ça crée de la peur parce qu'on se dit, c'est vraiment la merde. Et en plus ça crée de la hype parce qu'on se dit quand est-ce qu'on les reverra vu qu'il est plus censé y en avoir. Même si là à la fin on voit le culte de Skaro se téléporter d'urgence et s'enfuir, donc on sait qu'ils sont toujours en vie. En revanche c'est les seuls, tous les autres milliards de Daleks qui sont plus là. Ok, maintenant on va parler de différents concepts qu'il y a dans cette saison. Donc c'est pas les épisodes en eux-mêmes, mais c'est des concepts d'épisodes plus ou moins. Bon, c'est hyper mal expliqué, vous allez comprendre. Par exemple avec The Christmas Invasion, on a là le premier épisode spécial Noël. Et bien qu'il y a 3 types d'épisodes spécial Noël plus ou moins, ceux de RTD, ceux de Moffat et ceux de Chibnall, même si ceux de Chibnall c'est plus des épisodes Nouvel An, mais bref. Avec Moffat c'est des épisodes très contes de Noël. Alors qu'avec RTD c'est surtout on prend les choses de Noël, genre les sapins, les Pères Noël, sauf que là on en fait des tueurs sanguinaires quoi. C'est le principe. Et du coup cet épisode pose les bases qui resteront durant tous les RTD. Notamment le fait qu'il ne neige pas mais qu'il y a quand même un semblant de neige. Là par exemple c'est décembre. Et aussi les épisodes spécial Noël c'est aussi des gros succès. Donc en général ils sont plutôt importants. Il y a quelque chose qui a beaucoup dans cette saison et qui a beaucoup dans l'ère RTD tout court. C'est la critique des politiques. Ah oui ça RTD il connaît. Donc on a beaucoup ça dans l'épisode des Cybermen. Déjà avec les riches tout en haut et les pauvres en bas qui disparaissent. Mais aussi le contrôle des médias, un gouvernement corrompu. Bref, beaucoup de choses, mais il n'y a pas que dans cet épisode, il y a aussi dans The Christmas Invasion, du coup comme je l'ai déjà dit avec Harriet Jones, et son choix à la fin de l'épisode. Le double épisode avec The Impossible Planet, donc la planète autour du trou noir là, est aussi vachement important parce qu'il apporte beaucoup de choses. C'est le premier épisode dit de base spatiale. C'est comme ça que je les appelle moi, donc c'est pas vraiment exact parce que là c'est pas une base spatiale mais sur une planète, mais c'est le type d'épisode où en gros ils vont aller sur une base spatiale ou sur une planète ou sous l'océan,
Et en gros, ils vont rencontrer une équipe de scientifiques ou de chercheurs ou d'ingénieurs, bref, une équipe qui travaille. Et 90% du temps, le TARDIS va être bloqué ou perdu à jamais ou détruit. Enfin, bien évidemment, il sera pas vraiment perdu à jamais, pas vraiment détruit, mais en tout cas, on pense. Peut-être qu'avec cette description, vous avez reconnu beaucoup d'épisodes. Ben, ce double épisode est un peu le précurseur de ça. Et je trouve qu'il fait très fort dans le fait qu'il n'y a plus le TARDIS et que du coup ils sont bloqués à vie. Parce que même si t'y crois pas, parce que évidemment que ça va pas s'arrêter là la série, évidemment qu'ils vont trouver un moyen de le retrouver le TARDIS. Mais quand même, plus le double épisode avance, plus tu te dis, je sais pas comment ils vont faire, vraiment ça me semble impossible. Peut-être que finalement ils vont vraiment rester là à vie. Et je trouve ça déprimant parce que Rose et le docteur sont pas du tout du genre à s'installer quoi. Et en plus, cerise sur le gâteau, il y a un moment même de l'épisode où on pense que le docteur est mort. Donc là c'est pire parce que Rose va devoir s'installer toute seule. Certes sur Terre, mais la Terre dans le futur très très lointain, un monde totalement changé, et sa vie qui redevient entre guillemets normale, c'est-à-dire qu'elle va plus partir dans l'espace avec le docteur, ce qui à ce moment-là la déprime vraiment. Au final, on se rend compte que elle va être obligée. Et du coup j'adore la résolution. J'adore le moment où le docteur trouve finalement le TARDIS, alors qu'à ce moment-là il a cassé la prison, donc la planète et la fusée qui est en train de s'enfuir avec Rose, tout ça c'est en train de sombrer dans le trou noir. Mais à ce moment-là le docteur tombe sur le TARDIS. Qu'est-ce que le TARDIS faisait là? On sait pas. Mais c'est tellement dans l'idée du TARDIS de pop au bon endroit, au bon moment. C'est tellement ce qu'il fait à chaque épisode en fait. Ah oui, et vous vous souvenez de Ida? Vous savez, je vous avais dit quand la fusée décolle pour partir avec les survivants, Ida, elle est coincée très très bas dans la mine. Et même le docteur n'est plus avec elle parce qu'il est descendu encore plus bas, là où il trouvera finalement le TARDIS. Et donc elle était résolue à perdre son oxygène et à rester là quoi. Et ben bonne nouvelle, le docteur a réussi à la sauver avec le TARDIS, et après à sauver la fusée évidemment. Il dira tout de même qu'il n'a pas pu sauver les Hoods. Et malheureusement ça le suivra encore beaucoup ça. Bon, faut qu'on parle de Love and Monster. Je crois qu'en français l'épisode s'appelle Linda. C'est un épisode hyper particulier. C'est, je pense, le premier épisode sans le docteur. Enfin, il est là, mais très très peu quoi, c'est pas centré sur lui. L'épisode est centré sur Elton qui a vu le docteur dans son enfance et qui enquête pour essayer de le retrouver. Donc c'est le premier épisode sans le docteur entre guillemets, mais c'est pas le dernier. Et un épisode où il n'y a pas le docteur, en général c'est soit pas ouf, soit un des meilleurs épisodes de la série. Dans ce cas-là, on est plus dans le pas ouf. En fait, c'est je pense un des rares épisodes de Doctor Who que j'aime pas trop. Mais il y a quand même pas tout à jeter dedans, loin de là. Il y a plein de trucs que j'aime pas dans cet épisode, mais je vais pas les énumérer ici parce que déjà pas le temps. Et ensuite, c'est pas le but. On va plutôt parler du coup de ce qui est bien. Enfin, pas la toute fin, mais la fin où le docteur arrive. Alors oui, du coup, par conséquent, c'est quand le docteur arrive que ça devient bien, mais c'est pas lié. Enfin si, mais vous allez voir. J'aime bien le fait que Elton ait croisé le docteur quand il était enfant. Mais c'est pas tout, après il a croisé les Autons, il était là quand le vaisseau des Slightins s'est écrasé sur Big Ben, puis quand les Sycorax ont explosé toutes les vitres à Noël, et personnellement j'adore quand on voit les anciens événements mais du point de vue de quelqu'un d'autre. Ou d'un point de vue changé comme par exemple dans Turn Left. Mais le truc que je préfère dans cet épisode c'est quand le docteur explique pourquoi il était dans la maison d'Elton quand il était petit. Et qui lui rappelle tout ce qui s'est passé avec sa mère et tout ça, et qu'ils se sont fait attaquer. Tout ça que Elton avait oublié. Parce qu'évidemment, c'est traumatisant. Et je trouve ce dialogue très très beau. Dommage que ce soit quand même une très courte partie de l'épisode. Et enfin, j'aborderai du coup le final. En commençant par Fear Her, qui est en fait l'épisode avant le final. C'est pas vraiment le final, c'est une sorte d'introduction. Ce que j'aime beaucoup avec cet épisode, c'est que c'est le calme avant la tempête. Le docteur et Rose arrivent dans une rue qui est censée accueillir la flamme olympique juste avant les JO 2012, qui était à Londres. Mais sauf que toute l'ambiance de l'épisode est hyper vide en fait. Les rues sont vides, il y a personne nulle part, les gens sont un peu en panique, des gens disparaissent d'ailleurs, donc ça vide encore plus. Et puis à la fin de l'épisode, il est clairement dit d'ailleurs qu'une tempête arrive, que quelque chose se prépare et que c'est vraiment pas bien du tout. Donc je trouve cet épisode pas si ouf en soi lui-même, mais replacé dans le contexte qu'il est juste avant le final, je trouve qu'il est génial. Même si le fait que le 10e docteur porte la torche olympique devant tout le monde, devant les télés, alors qu'on est en 2012 je rappelle, donc dans leur futur à eux, même si nous c'est notre passé, vu que la saison date de 2006, donc après la saison 4, donc pour Donna, même si je vais pas spoil, un peu problématique de voir le docteur à la télé, non? Et surtout c'est marrant de se dire que, 2012 Londres, les JO ont bien eu lieu dans notre vraie vie, et le docteur a bel et bien porté la flamme olympique. Sauf qu'en 2012, le docteur c'était le 11e, Matt Smith. Du coup, je trouve ça à la fois normal vu que c'était lui le docteur à cette époque, mais à la fois je trouve ça dommage parce que si ça avait été David Tennant, ça aurait fait un joli clin d'œil à cet épisode. Mais bien évidemment, le vrai final, c'est le final d'Alex Cyberman, dont on a déjà un peu parlé dans Les Ennemis, et dont je vais reparler dans une vidéo spéciale. Mais j'aimerais juste dire qu'un final d'Alex Cyberman, c'est quand même vachement rare. De souvenir, c'est le seul. Enfin, sans compter le dernier épisode en date qui est pas vraiment d'Alex Cyberman,
qui est le maître, enfin bref. Je trouve évidemment leur interaction géniale, notamment leur dialogue où ils se déclarent la guerre vraiment iconique. Et évidemment le final c'est aussi le départ de Rose, la première compagnon du docteur dans les New Who, donc c'est pas un départ anodin. Et évidemment la musique de Murray Gold, incroyable dans cet épisode. Incroyable tout le temps, mais dans cet épisode, Doomsday quoi. Allez, maintenant on passe au fil rouge parce que dans cette saison ils sont hyper intéressants je trouve. Il y a dans cette saison 2 fils rouges importants, dont un que je viens de capter au revisionnage de la saison. Pourtant je l'ai vu je sais pas combien de fois déjà la saison. Mais bon c'est ça, avec Doctor Who on en apprend à chaque fois. On a tout d'abord évidemment le fil rouge de Torchwood, avec comme première apparition dans l'épisode spécial Noël, où Harriet Jones demande à Torchwood de détruire le vaisseau Sycorax, c'est eux qui le font. On comprend alors qu'ils ont une puissance militaire extraterrestre, et qu'ils sont secrets parce qu'on n'a jamais entendu parler d'eux. Sauf qu'en vrai j'ai menti, c'est pas la première apparition de Torchwood. C'est pas la première fois dont on entend parler d'eux en tout cas. Et non, la première fois que le nom Torchwood est prononcé, c'est dans Bad Wolf, avant-dernier épisode de la saison 1. Oui, vous vous souvenez, c'est l'épisode où le docteur, Jack Harkness et Rose participent à des jeux, contre leur gré certes, mais participent à des jeux de télé-réalité. Rose notamment, c'est le maillon faible. Et une des questions posées à un participant, la réponse c'est Torchwood. Mais évidemment très peu de gens ont capté parce que à l'époque on connaissait pas quoi. Donc après il y a l'épisode spécial Noël, et après on en re-entend parler dans l'épisode Tooth and Claw, où carrément on voit la création de Torchwood en fait. Donc ça a été créé par la reine Victoria elle-même, le nom ça vient du bâtiment où ils étaient dans l'épisode, et on apprend que le but c'est de défendre l'Empire britannique contre les menaces surnaturelles et aliens, et surtout contre le docteur. Mais du coup si ça a été créé par la reine Victoria, pourquoi le docteur n'en a jamais entendu parler, n'a jamais croisé personne de Torchwood? On sait pas trop pourquoi, sûrement un truc Wibbly Wobbly Timey Wimey comme on connaît bien. Ensuite le nom est mentionné dans beaucoup d'épisodes. Dans School Reunion, Torchwood empêche l'accès à certains dossiers. Dans Rise of the Cybermen et Age of Steel, Torchwood est à la télé, ce qui veut dire que dans l'univers parallèle aussi il y a Torchwood, d'ailleurs c'est mentionné à la fin. Dans The Impossible Planet et The Saturn Pit, les scientifiques qui sont sur cette fameuse planète autour du trou noir, ils représentent Torchwood. Et dans Love and Monster aussi, il y a les dossiers de Torchwood. Évidemment, dans le final, mais on y revient un peu plus tard. Parce que là, on va parler du deuxième fil rouge, le départ de Rose. Et oui, dès Christmas Invasion, le départ de Rose est un peu mis sur la table. Parce qu'au début, elle veut partir, parce qu'elle ne reconnaît plus le docteur, et finalement, bon, elle décide de rester. Puis quand ils vont visiter New York, elle dira au docteur qu'elle ne s'y fera jamais de découvrir de nouvelles planètes et qu'elle ne partira jamais du TARDIS. Dans School Reunion, il y a tout le truc avec Sarah Jane. Le fait que Rose voit que il y a eu des gens comme elle avant et que le docteur les a laissés. Il y a même un moment où elle demande au docteur si un jour il la laissera aussi. Et le docteur lui répond non, pas toi. Même si après il explique bien que elle pourra faire le restant de sa vie avec lui, mais que lui ne pourra pas parce qu'il vit beaucoup trop longtemps. Lui, à un moment, va devoir continuer sans elle. Dans The Impossible Planet et The Saturn Pit, on apprend que Rose va mourir dans une prochaine bataille. Super, let's go! C'est en fait le diable qui dit ça par l'intermédiaire des Hoods, et en fait, il parle du final, où elle ne meurt pas vraiment, mais pour elle c'est tout comme. Et enfin, comme j'ai expliqué, Fear Her, qui est la dernière aventure du 10e Docteur avec Rose, avant l'arrivée des fantômes, avant la fameuse bataille finale, avant la tempête. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'épisode se finit par le docteur qui dit qu'une tempête approche. Et du coup, le final, que je vais pas trop élaborer parce que comme je l'ai dit, je vous ferai une vidéo dessus, mais tout le final se passe du coup à Torchwood, où on apprend qu'en fait c'est une sorte de unit mais sans règles, à part servir l'Empire britannique et la reine d'Angleterre, qu'ils ne veulent pas aider les extraterrestres, mais juste les détruire et posséder leurs biens. Et c'est aussi du coup l'épisode où Rose va partir, et du coup tout l'épisode commence avec c'est le jour où je meurs, c'est l'histoire de ma mort, alors qu'en fait non, mais ça hype de fou. Et on va finir évidemment par parler des deux principaux personnages, Rose et le 10e Docteur. En commençant par le 10e Docteur parce qu'il y a pas mal de trucs à dire. En effet, comme j'ai dit, c'est sa première saison. Pour nous aujourd'hui, David Tennant et le 10e Docteur, c'est culte. Mais à l'époque, c'était le petit nouveau qui devait faire ses preuves. Et qui, du coup, au début, joue un peu comme jouait Christopher Eccleston, puis de plus en plus prend ses marques. Il y a quand même des trucs qui sont déjà là et qui resteront durant tout son ère, notamment son humour qui est hyper présente, mais aussi le fait que quand il devient sérieux et quand il est énervé, il l'est vraiment quoi. Comme on peut le voir par exemple dans The Idiot Lantern, quand Rose perd son visage, il rigole plus du tout. C'est aussi dans cette saison qu'il y a les fameuses lunettes 3D comme j'ai juste derrière ici, et le tout premier Allons-y. D'ailleurs si vous avez vu la série en VF, sachez qu'il dit aussi Allons-y en anglais. C'est pour ça qu'à un moment il explique à quelqu'un d'ailleurs que Allons-y c'est Let's Go en français. Et je pense un de mes moments préférés de la saison, c'est dans The Impossible Planet et The Saturn Pit encore. Une fois que lui et Ida sont arrivés en bas, ils tombent sur une trappe qui est fermée. Ils ont alors là deux choix, remonter ou essayer d'ouvrir la trappe, mais on sait pas ce qu'il y a dedans, c'est hyper dangereux peut-être. Ida décide
de faire confiance au docteur et c'est lui qui prend la décision. Et contre toute attente, le docteur décide de remonter et de ne pas prendre de risques inutiles. Alors qu'on connaît la curiosité du docteur, on sait qu'il a très envie de descendre là-dedans. Et du coup j'ai trouvé ça fort de le voir remonter quoi. Sauf qu'au final il peut pas remonter et que du coup ils sont obligés de descendre, mais ça c'est pas sa faute. Et ouais, du coup pour revenir au fait que c'est la première régénération, faut bien comprendre qu'à l'époque Doctor Who ça commençait à être doucement un truc de vieux quand c'est revenu en 2005. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont commencé avec Doctor Who 2005 et donc c'était la première fois que le docteur changeait. Il fallait qu'il soit accepté, c'est assez compliqué quoi. Et David Tennant a tellement été accepté que tous les docteurs qui sont passés après, au lieu d'être acceptés plus facilement parce que c'est bon on connaît la régène maintenant, ils ont galéré de fou parce que l'ombre du 10e docteur était trop grande quoi. Ok, maintenant quelques mots sur Rose. C'est pas ma compagnon préférée mais c'est quand même celle avec qui j'ai commencé Doctor Who donc il y a un attachement. J'aime trop le fait que ce soit une londonienne typique des années 2000 parce que ça ancre vraiment son personnage dans le temps et dans l'espace. D'ailleurs, Billie Piper a dit récemment qu'elle accepterait de jouer dans un spin-off si ça faisait que 4 épisodes et que c'était tourné à Londres. Bon, et on parlera vraiment beaucoup plus d'elle quand je ferai cette fameuse vidéo sur le final de la saison, faut vraiment que je la fasse. Bon, pour conclure cette vidéo qui était vraiment énorme. Cette saison est, comme j'ai dit, celle que j'aime le moins d'RTD. Mais il y a quand même des épisodes incroyables. Comme par exemple The Girl in the Fireplace, School Reunion, le final. J'aime beaucoup les deux fils rouges aussi, Torchwood et le départ de Rose. Et j'aime vraiment le fait que le départ de Rose soit si important vu que c'est la première compagnon à partir au final. J'aime beaucoup d'ailleurs les Daleks dans cette saison. Et les Daleks dans tous les RTD en fait. Parce qu'à cette époque, il fallait vraiment expliquer pourquoi il y avait des Daleks vu qu'il était plus censé y en avoir. Donc c'était cool de voir toutes les idées, comment les Daleks auraient pu survivre à chaque fois. Quelque chose qu'on a perdu aujourd'hui, mais en même temps, si on n'avait pas fait revenir les Daleks en plus grand nombre aujourd'hui, on serait encore là à dire, bon au final il y en a un autre qui a survécu, oh il y a ce groupe là il a survécu aussi. Et ça serait très vite devenu ridicule en fait. D'ailleurs j'ai dit que la saison était ma moins préf d'RTD, mais c'est quand même mieux que dans mes souvenirs. Par exemple des épisodes comme The Impossible Planet et The Saturn Pit, encore eux, j'en avais un souvenir pas ouf et au final c'est vraiment cool. La saison est aussi hyper triste en fait. Avec la fin de The Girl in the Fireplace, le final de la saison avec le départ de Rose. Ces deux scènes là j'ai toujours du mal à les regarder alors que je les ai vues 200 fois. En tout cas, bien que le Doctor Who de cette époque ait un peu vieilli, j'aime beaucoup trop. Et j'ai trop hâte de voir un peu cette ambiance revenir avec les 60 ans. Parce que ça a l'air d'être le cas. Bon, et quant à nous, on se retrouve du coup dans 2 semaines pour une autre vidéo. Je pense que dans les prochaines semaines, ce sera des vidéos un peu plus légères. Enfin, sauf la semaine prochaine parce que c'est déjà tourné. Et évidemment, du coup, je vous ferai des vidéos sur quelques épisodes de cette saison. Notamment le final, du coup. Et on se retrouve dans quelques mois pour la vidéo sur la saison 3. Mais il va falloir que je réfléchisse super bien sur le format. Pour pas que ce soit aussi chaotique que cette écriture et ce tournage-là. En tout cas, n'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Moi, je vous dis à dans 2 semaines, sauf s'il y a une breaking news entre temps. Salut!